Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. 1620. Voilà bientôt 2 siècles et la chute de Constantinople que les armées ottomanes déferlent sur l'Europe centrale et menacent les terres de Valachie, de Transylvanie et des Balkans. Il y a 100 ans, les troupes de Soliman le Magnifique, après avoir conquis Belgrade et la Serbie, remontaient vers le nord et prenaient pied en Hongrie après leur victoire à la bataille de Mohács. Pendant tout le XVIe siècle, l'Europe centrale est sous la pression constante des immenses forces de l'Empire qui veulent asseoir leur mainmise sur le continent européen et pénètrent toujours plus avant dans la grande plaine hongroise. Pour les Ottomans, le but est de frapper au cœur l'Autriche des Habsbourg et de s'emparer de Vienne pour ensuite étendre leur emprise sur tous les royaumes alentours. En réponse, les puissances européennes finissent par s'unir pour opposer un front commun à l'envahisseur. Au début du XVIIe siècle, la Hongrie est donc en proie à la menace ottomane et notamment une petite région viticole située dans le nord-est du pays, au pied des monts Zemplén, autour d'un village appelé à devenir célèbre, Tokaj. En cette année 1620, les armées ottomanes occupent une grande partie de la Hongrie et menacent en permanence les terres alentours, et notamment la région de Tokaj, qui appartient au prince Georges Ier Rákóczi. On raconte que devant l'avancée des troupes du sultan, son épouse, la princesse Susanna Lorentfi, aurait demandé à son maître de chai, Máté Székely-László, de retarder les vendanges dans son vignoble d'Oremousz. Une fois les Ottomans repartis, la princesse ordonna de récolter et de presser quand même les raisins desséchés et flétris, donnant naissance à un vin au goût exceptionnel. C'est le fameux Tokayasu que Szépsy aurait servi pour la première fois à la princesse en 1631, après 10 ans de vieillissement. En fait, ce récit fondateur de Tokaj tient probablement plus de la légende que du fait historique, car, comme l'ont révélé les recherches de l'écrivain Miles Lambergorts, l'existence de vendanges tardives est avérée à Tokaj depuis le siècle précédent, et la méthode consistant à plonger les raisins passerillés dans du vin de l'année pour mieux en extraire toute la richesse était une technique originaire des Balkans. Par contre, on sait qu'à partir de 1610, le pasteur Máté Székely-László mène bien des expériences sur le furmint qui donnent des baies passerillées en plus grande quantité que les autres variétés plantées à Tokaj. D'ailleurs, le terme assou serait apparu pour la première fois en 1571, et des documents de 1646 faisant état de l'exportation en Pologne de Tokayasu 4 Putonios, ainsi qu'un autre texte de 1641 exigeant la vendange séparée du fruit botrytisé, suggèrent que la production d'assou avait très probablement commencé avant l'an 1600. Donc, s'il apparaît que Szépsy n'a probablement pas inventé la vendange tardive et la méthode assou, il a néanmoins joué un rôle important dans la sélection des cépages et la description de la méthode de vinification, ce qui lui vaut d'être considéré aujourd'hui comme le Dom Pérignon du Tokaj. Et comme avant lui, on ne retrouve aucune mention d'un Tokaj Essentia, il est possible qu'il soit à l'origine de la création de ce véritable nectar. Dès le milieu du XVIIIe siècle, les vignerons s'organisent pour codifier les pratiques de Tokaj, et un décret royal de 1737 délimite pour la première fois l'aire de production, en faisant par là même la première appellation du monde. En 1772, le recensement du cadastre de Tokaj et la classification des parcelles en fonction de leur potentiel qualitatif sont achevés. 80 ans avant le classement de 1855 à Bordeaux et la parution des travaux du docteur Laval pour la Bourgogne. Les meilleurs vignobles, comme le Saint-Amas, Oremousz ou le domaine Etzele, reçoivent le titre de Primae Classis, ou premier cru. Très vite, la réputation des vins de Tokaj va se répandre à travers l'Autriche-Hongrie, puis toute l'Europe. En 1758, Samuel Dombey de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas présente une dissertation sur les qualités physico-médicales du vin de Tokaj, et le premier géographe hongrois, Matthias Bell, fait mention de la hiérarchie des vignobles dans ses travaux. Mais c'est surtout grâce à la famille Rákóczi que la région et ses crus vont devenir célèbres. Au début du XVIIIe siècle,
Ferenc de Rákóczi, prince de Transylvanie, établit des contacts avec la couronne de France qui cherche à trouver des soutiens pour limiter l'expansion autrichienne des Habsbourg. Le 18 avril 1700, il est arrêté et emprisonné à Vienne, mais réussit à s'échapper et se réfugie chez l'ambassadeur de France en Pologne. 3 ans plus tard, alors que les Habsbourg doivent envoyer de nombreuses troupes à l'ouest pour mener la guerre de succession d'Espagne contre la France, Ferenc Rákóczi déclenche en 1703 un soulèvement qui va devenir une véritable guerre d'indépendance. Mais définitivement battu en 1711, Rákóczi trouvera refuge à Versailles, où Louis XIV l'accueille et lui offre une pension en 1713. Pendant toute sa vie, Rákóczi utilisa le vin de Tokaï pour sa diplomatie et en fit cadeau à de nombreux monarques à travers l'Europe, comme Pierre le Grand, Charles XII de Suède ou encore Frédéric Ier de Prusse. Il le fait découvrir à la cour de Versailles et Louis XIV, admiratif, dira du Tokaï « Vinum regum rex vinorum ». C'est le roi des vins et le vin des rois. On sait que Voltaire aimait à déguster le Tokaï que lui envoyait le comte Fekete pour l'aider à mieux apprécier ses vers, et Thomas Jefferson, qui le découvre lors de son séjour en France comme ambassadeur de la toute jeune République américaine, en ramènera avec lui aux États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, les vins Assou de Tokaï sont devenus célèbres à travers toute l'Europe, et ils seront considérés parmi les meilleurs crus du monde jusqu'au début du XXe siècle et à la chute de l'Empire austro-hongrois. « 21 novembre 1916. Dans une Autriche-Hongrie très éprouvée par les combats de la Première Guerre mondiale, l'empereur François-Joseph Ier, époux de la célèbre Sissi, meurt à l'âge de 86 ans après 68 ans de règne. C'est son petit-neveu qui lui succède sous le nom de Charles Ier. Devant l'ampleur du massacre, celui-ci tente au printemps 1917 de faire une paix séparée avec la France par l'intermédiaire de ses beaux-frères, les princes François-Xavier et Sixte de Bourbon-Parme. Mais les négociations échouent et la déroute autrichienne à la bataille de Vittorio Veneto en octobre 1918 signera la fin de l'Empire austro-hongrois. Le 11 novembre, jour de l'armistice, Charles Ier signe à Vienne sa renonciation au trône, mettant fin au règne millénaire de la maison de Habsbourg. Perdant leur principal marché, les vins de Tokaï disparaissent peu à peu des grandes tables européennes, et la montée du communisme et du bloc de l'Est après la Seconde Guerre mondiale porteront un coup presque fatal au vignoble. Dans une recherche exclusive de rendement au détriment de la qualité qui faisait leur célébrité, les communistes envisagent d'abord de collectiviser toutes les terres de la région. Mais devant l'opposition locale, le projet est finalement abandonné pour laisser la place à une ferme viticole d'État qui exploite les vignobles nationalisés et achète les raisins des petits exploitants et des coopératives. Payés au poids, les producteurs cherchent à maximiser les rendements au détriment de la qualité des vins. Et les meilleures parcelles, qui produisaient moins, sont peu à peu laissées à l'abandon. Pour limiter le risque de déviations aromatiques, les vins sont bien souvent pasteurisés et vendus à bas prix. Istvan Szepsi, descendant de Máté Szepsi-Laszko, raconte que sa famille a dû céder toutes ses vignes à l'époque communiste à l'exception de 3 hectares. Dans les années 70, soumis à la politique productiviste des communistes, il produisait 22 tonnes de raisins par hectare, contre 2,5 aujourd'hui. Mais Szepsi a réussi à se faire embaucher à la ferme d'État et à en devenir le vinificateur, ce qui lui a permis de reconnaître par lui-même les vignobles qui avaient le meilleur potentiel qualitatif, même s'il ne pouvait pas l'exploiter à l'époque. C'est comme ça qu'à la chute du rideau de fer en 1989, il a acheté toutes les vignes qu'il pouvait, à commencer par le Kirali, l'un des meilleurs crus de Tokaï et le plus en altitude, fameux pour sa délicatesse et la complexité de ses vins. L'ouverture de la Hongrie et l'arrivée de capitaux étrangers au cours des années 90 et 2000 va redynamiser la région et contribuer à redorer le blason de Tokaï. On peut citer la création de la Royal Tokaï Wine Company en 1989, regroupant 63 producteurs sous la houlette d'Istvan Szepsi et avec l'aide d'investisseurs étrangers, dont le célèbre critique de vin Hugh Johnson, le rachat par la compagnie d'assurance AXA du domaine de Disneke, ou encore
la fondation du domaine Oremus par la famille Alvarez, propriétaire de Vega Sicilia en 1993. Mais le marché des vins a bien changé depuis le début du XXe siècle et les liquoreux ont perdu la cote qu'ils avaient par le passé. Et si les producteurs de Tokai ont réussi à rebâtir les domaines et la réputation de leurs vignobles, ils doivent aujourd'hui se réinventer. Située à 230 km environ au nord-est de Budapest, la ville de Tokai, capitale de la région viticole éponyme, est bâtie au pied d'un ancien volcan, le mont Kopas. En fait, toute la région est constituée d'anciens volcans dont les sols de tuf mêlés de leuce et d'argile constituent un terroir unique au monde. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002, le vignoble des Monts Dorés de Tokai, Tokai Egyalia en hongrois, couvre près de 5500 hectares répartis sur un territoire vallonné en forme de triangle qui comprend 27 villages, parmi lesquels les plus célèbres sont Mad, Tarkal ou encore Tolgzva. C'est un paysage de collines ondoyantes couvertes de vignes sous lesquelles ont été creusées depuis le XIIIe siècle des centaines de caves à vin. Le village de Hercekut offre d'ailleurs un panorama tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. Des celliers enterrés dans la colline et dont seules les façades triangulaires émergent du coteau, comme autant de trous de hobbits dans le monde de Tolkien. Ce sont les caves de Götzspinsesset qui abritent des salles de dégustation et des caveaux de vieillissement aux conditions idéales pour la conservation des vins, avec 12 degrés et 95% d'humidité toute l'année. Le climat de Tokai est continental, avec des étés chauds et une longue arrière-saison propice aux vendanges tardives. Mais surtout, le vignoble est arrosé par les rivières Tisa et Bodrog, qui coulent au pied des collines et amènent l'humidité nécessaire au développement du Botrytis cinerea, la pourriture noble dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Les vignerons cultivent ici 6 cépages, le Furmint, le Harslevelou, le muscat blanc à petits grains, qu'on appelle Sarga muscotali en hongrois, le Kabar, le Köversele et le Tseta, anciennement connu sous le nom d'Oremus. Le Furmint est le cépage principal de Tokai depuis le début du XVIIe siècle et les expériences de Maté Sepsilasko. On a longtemps pensé qu'il avait été apporté d'Italie au XIIIe siècle à l'instigation du roi Béla IV qui souhaitait replanter les vignobles détruits par les invasions mongoles. Mais des analyses ADN récentes n'ayant pu établir de lien avec les cépages italiens, cette provenance est aujourd'hui considérée comme douteuse. Par contre, ce cépage est également planté en Croatie et en Slovénie, où il est connu sous le nom de Moslavac, et il est possible qu'il ait été importé en même temps que certaines méthodes de vinification, à moins qu'il ne soit natif de Hongrie. Ce qui est sûr, c'est que la majorité des vignes de Furmint sont en Hongrie, et qu'en Hongrie, elles sont presque toutes à Tokai. Le Furmint est le cépage emblématique de la région. Ses grappes dorées produisent un vin blanc aux arômes de poire, d'agrumes, de noisettes et à l'acidité aiguë. Mais il se montre surtout un formidable vecteur de terroir et il est très réceptif au botrytis. Curieusement, le cépage savoyard Altesse partage de nombreux traits communs avec le Furmint et il n'est pas exclu que les deux variétés aient un lien de parenté. Le Harslevelou, dont le nom signifie feuille de tilleul, est moins acide que le Furmint, mais il apporte une complexité de fleurs blanches et de notes miellées. Et le muscat blanc contribue aux assemblages par sa capacité de concentration et sa richesse aromatique sur la fleur d'oranger. Les autres variétés sont d'une moindre importance. Mais au-delà de la typicité des cépages plantés à Tokai, c'est surtout la variété de style et les méthodes de vinification uniques au monde qui font la particularité de ces vins. À tout seigneur, tout honneur. Laissez-moi d'abord vous présenter la méthode Assou qui fait la réputation de Tokai et de ses grands liquoreux. Dans les autres vignobles ou séviles botrytis, on vendange les baies en plusieurs tris avant de les presser et de les faire fermenter. Mais à Tokai, où le botrytis peut dessécher complètement les raisins et les rendre impossibles à presser, les vignerons procèdent différemment. Comme la vendange dure de septembre à novembre,
les baies botrytisées, dites assou, sont conservées en attendant d'être vinifiées une fois la vendange achevée. Elles ont de tels niveaux de concentration en sucre et en acidité, au minimum 19% d'alcool potentiel et 6 grammes par litre d'acidité, qu'elles peuvent être conservées plusieurs semaines sans risque de fermentation spontanée. À la fin des vendanges, elles sont mises à tremper dans un vin blanc sec de l'année, ou plus couramment un mou en fermentation, pour en extraire toute la richesse, pendant 12 à 60 heures, avec des remontages et des pigeages réguliers pour favoriser l'extraction. Le mou est ensuite soutiré, et la pâte à sous restante est pressée lentement pour obtenir un second mou qui sera fermenté à son tour. La concentration finale en sucre des vins de Tokay dépend de la proportion de baies à sous ajoutée au mou durant la fermentation, et elle est indiquée sur l'étiquette par le nombre de putonios. Un putoni, en hongrois, c'est un panier de bois de 27 kg, et historiquement, la richesse des vins était mesurée selon le nombre de paniers qu'on ajoutait à un fût traditionnel hongrois. La richesse des vins était mesurée selon le nombre de paniers qu'on ajoutait à un fût traditionnel hongrois, le ganci, d'une contenance de 136 litres. Mais depuis 2013, la législation a changé, et tous les vins assou doivent désormais présenter au minimum 9 degrés d'alcool pour 120 grammes par litre de sucre résiduel et une acidité volatile maximum de 2,1 grammes par litre. Dans les faits, il ne reste donc plus que les catégories 5 et 6 putonios. Les vins sont ensuite élevés en fût de chêne ou d'acacia pendant au moins 18 mois et mis sur le marché au minimum le 1er janvier, 3 ans après la vendange. Ce qui caractérise les Tokay Assou, c'est d'abord une palette aromatique d'une grande finesse, mêlant les notes variétales de poire du furmint, de fleurs d'oranger du muscat ou de tilleul du Harslevelu, avec les parfums conférés par le botrytis, comme l'abricot confit et surtout le safran, qui est pour moi une note caractéristique de Tokay. En bouche, les vins assou 5 ou 6 putonios, qui titrent généralement autour de 10 ou 11 degrés, se présentent avec une légèreté et un équilibre surprenant étant donné leur niveau de concentration. C'est l'acidité très élevée du furmint, comme pour les Riesling allemands, qui les fait goûter moins doux qu'ils ne le sont en réalité. Ce sont des liquoreux d'une très grande élégance et d'une remarquable finesse qui méritent pleinement leur surnom de roi des vins et de vin des rois. Pour vous en convaincre, il vous suffit de goûter un assou de chez Sepsi, Disneke, Oremus ou encore Kiraliudvar. Mais il existe à Tokay un nectar encore plus rare et que même les amateurs n'ont que très rarement l'occasion de goûter tant sa production est confidentielle. Licencia. Pour élaborer ce vin à nul autre pareil, les vignerons de Tokay attendent. Ils attendent pendant les vendanges que les baies assou déjà ramassées ne libèrent sous la pression de leur propre poids quelques gouttes d'un liquide doré et sirupeux qui est patiemment collecté pour fermenter dans des damjanes. Ce mou est si concentré qu'il met des mois, voire des années à fermenter. À la dégustation, Licencia présente une couleur ambrée et une palette aromatique mêlant les arômes de fruits confits, les notes florales et les fruits secs, aux parfums de miel et de caramel. La bouche est si riche qu'on n'en déguste qu'une seule gorgée. Mais quelle gorgée! Vous garderez en bouche la persistance des arômes de cette essence de Tokay pendant littéralement plusieurs heures. Pour le servir avec la plus grande noblesse, la maison Disneke et son directeur Laszlo Mészáros ont été jusqu'à concevoir une cuillère en cristal en forme d'ange pour le Riesling 2007, qui titre seulement 1% d'alcool pour 681 grammes par litre de sucre résiduel et 10,7 grammes par litre d'acidité. J'ai eu le privilège de goûter en 2008 un échantillon d'un autre Riesling, le millésime 2002 d'István Sepsi, qui avait été prélevé sur la damjane car le vin fermentait encore 6 ans plus tard. On comprend mieux pourquoi ce nectar était considéré jadis comme un véritable élixir de jouvence que les Habsbourg réservés pour leur propre consommation. Mais Tokay ne produit pas que des vins assou, et depuis une génération, les vignerons hongrois
ont commencé à tirer parti de leur formidable terroir pour proposer de nouveaux styles de vin, et notamment des grands blancs secs. Traditionnellement, au-delà des vins Assou, les vignerons produisent également du Samorodni, ce qui veut dire à peu près comme ça vient en hongrois, soit en version Szarász, sec, soit en version Édes, doux. La catégorie est assez délicate à définir, car s'ils sont généralement issus d'un mélange de bessènes et de raisins botrytisés, certains Samorodni sont vinifiés en sec, avec parfois un voile comme dans les vins jaunes du Jura, voire même un élevage oxydatif pour leur donner des notes de rancio, quand d'autres sont travaillés comme des vendanges tardives plus classiques. Mais le défi de Tokaï aujourd'hui est que si les vins Assou sont les plus célèbres, ils sont complexes et coûteux à élaborer, et ils ne représentent qu'une fraction de la production régionale. Ce sont les Samorodni et les vins issus de vendanges tardives qui constituent l'essentiel du volume de la région. Moins chers à produire, ils ont néanmoins du mal à trouver leur place sur le marché actuel du vin, et on voit parfois des bouteilles vendues à seulement 3 ou 4 euros, bien en dessous de leur coût de production, simplement pour écouler les stocks. Et c'est la raison pour laquelle certains vignerons de Tokaï se tournent aujourd'hui vers les vins blancs secs pour valoriser leur terroir, avec des résultats remarquables. Disneke a commencé à produire du Tokaï sec dès le premier millésime du domaine en 92, en même temps que d'autres maisons comme Edsele. Mais le focus dans les années 90 était sur le renouveau des vins Assou, donc ses premières tentatives sont passées plutôt inaperçues. Mais en 2000, István Szepsi et Zoltán Demeter, deux des vignerons les plus respectés de Tokaï, ont mis en bouteille au domaine Kéraliudvar le premier grand vin blanc sec de Tokaï. Un parcellaire issu du cru Uragia dans le village de Mad, acclamé par la critique. Depuis, d'autres cuvées ont vu le jour, mettant en avant la qualité exceptionnelle des terroirs volcaniques de l'appellation en version sec. Parmi ces vignobles d'exception, on peut mentionner le Saint-Amas, qui donne un cru complexe de longue garde, le Betsec, pour ses vins amples et puissants, ou encore le Rani, qui produit des vins plus nerveux et tendus. Les vins secs de Tokaï sont surtout élaborés à partir de furmint, car le cépage se prête aussi bien à une vinification en cuve inox qu'à un élevage en barrique de chêne issu des nombreuses forêts alentours. Le furmint sec est avant tout un vin cristallin et nerveux, structuré par l'acidité du cépage et capable de très bien vieillir. On y retrouve des notes de poire et de pomme avec des accents légèrement fumés et une belle trame minérale. Les meilleurs exemples jouent dans la cour des grands vins de Savenière, des Riesling de la Rheingau, voire des villages de la Côte de Beaune. Depuis 500 ans, le nom de Tokaï est synonyme d'excellence, et après un demi-siècle de léthargie sous le régime communiste, le vin de Tokaï a regagné ses lettres de noblesse. Si les Assou sont l'âme de la région, les vins qui ont fait son histoire, c'est peut-être avec les vins blancs secs que s'écrira l'avenir de Tokaï. Voire avec les bulles, puisqu'un récent changement de législation autorise désormais les producteurs à utiliser le nom Tokaï pour des vins élaborés à partir de la méthode traditionnelle. Et les premiers résultats sont très prometteurs. Je vous invite donc à découvrir par vous-même les vins de Tokaï, en attendant peut-être de visiter un jour ce coin de Hongrie, à 2 heures de Budapest, pour vous émerveiller devant les superbes paysages et les innombrables caves où dorment patiemment ces flacons remplis d'un élixir doré qui mérite pleinement son surnom de roi des vins.